Par l'ami Blakowski. Que s'est-il passé aujourd'hui? Le film de la journée au Parlement européen. Pourquoi ce vote était crucial? Le chrono de Blacko tout de suite. Et je me retourne pour vous accueillir. Je vous invite à faire la même chose. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Je ne veux pas dire du mal du Parlement européen, mais vous savez que c'est quand même pas réputé spécialement ni pour son ambiance festive, ni pour son côté chaleureux. Et pourtant, aujourd'hui, regardez, explosion de joie dans l'hémicycle. Vous allez voir les images. On voit rarement ça, hein, des gens qui se jettent dans les bras, mais c'est parce qu'on a adopté donc la loi de restauration de la nature, et les gens en sont à la fois heureux et soulagés parce qu'on n'était pas sûr que la loi serait adoptée. Pourtant, l'objectif de la loi, il est tout à fait louable. Il s'agit donc de préserver, restaurer, si possible, la biodiversité. Donc, j'imagine que vous êtes au courant qu'il y a un problème avec la biodiversité. Donc, je vous ai choisi l'exemple des oiseaux, qui sont des animaux plus sympathiques, en tout cas pour le grand public, que les insectes. Vous voyez, 25%, c'est la diminution de la population des oiseaux depuis 40 ans. Quand on parle de certains oiseaux, comme ceux qui vivent dans les champs au ras du sol exposés aux pesticides, c'est moins 60% dans les effectifs. Alors avec cette loi, l'objectif, c'est que chaque pays va devoir restaurer ces écosystèmes qui ont été abîmés. Donc il y aura des seuils à atteindre, comme souvent en ces cas-là, 30% en 2030, 60% en 2040, et pour arriver 90% des écosystèmes restaurés, ceux qui étaient abîmés en tout cas en 2050. Alors, on se demande pourquoi s'opposer à un objectif aussi louable. En fait, le principal opposant au Parlement européen à ce texte, c'est le PPE, le Parti populaire européen. C'est le plus gros groupe parlementaire à Strasbourg, et il regroupe en gros les élus de droite et du centre. Pour vous donner une idée, en France, c'est LR, une partie des centristes qui y siègent. Alors, ce qui inquiète le PPE, c'est l'idée que cette loi puisse avoir des conséquences sur la production agricole. Ça inquiète d'autant plus qu'on a vu l'an dernier avec l'invasion de l'Ukraine qu'il peut y avoir effectivement des effets de prix sur l'alimentaire qui étaient très inquiétants. C'est ce qu'explique Manfred Weber, qui est donc le patron du PPE à Strasbourg. La Commission met sur la table une loi dont elle dit elle-même dans l'étude d'impact qu'elle conduira à une baisse de la production de nourriture en Europe. Ce n'est pas le bon moment de faire cette loi. Alors ce matin, à Strasbourg, il y avait comme souvent les groupes de pression les plus motivés qui s'affrontaient. Bon, c'était un peu caricatural du coup. On avait d'un côté Greta Thunberg avec les écolos radicaux qui faisaient face aux syndicats agricoles qui, eux, vous le voyez, avaient déplacé les tracteurs. Donc en réalité, l'objet de cette loi n'est pas vraiment soutenu par l'écologie radicale. C'est ce que Pascal Canfin, qui lui est un élu Renaissance, qui est président de la commission de l'environnement, a essayé d'expliquer aux élus du PPE. Il leur a dit quand même, dans le fond, vous êtes des gens raisonnables. On l'écoute. Si vous ne voulez pas écouter les scientifiques unanimes pour défendre la nécessité de cette loi, alors écoutez la Fédération européenne des chasseurs. Les chasseurs sont favorables à cette loi. Écoutez les entreprises du secteur de l'agroalimentaire qui sont favorables à cette loi. Écoutez la Banque centrale européenne qui nous rappelle que l'immense majorité de notre économie est dépendante des services rendus par la nature. Alors, quand on entend ça, on se dit, mais est-ce que le PPE n'aurait pas une autre idée derrière la tête en s'opposant à cette loi? Parce que, vous le savez, dans un an, ce sont les élections européennes. Or, ces dernières années, qu'est-ce qu'on a vu? Bien que la droite pouvait s'allier dans certains pays, comme en Suède ou en Italie, avec les nationalistes ou avec l'extrême droite, pour atteindre le pouvoir. Donc l'exemple, c'est celui de l'Italie, le troisième pays de l'Union, où Giorgia Meloni s'est alliée avec Forza Italia, donc le parti de feu Berlusconi, qui lui est un parti qui appartient au PPE. Alors, est-ce que Manfred Weber n'a pas une idée derrière la tête? Le décryptage de Pascal Canfin. Il y a une partie de la droite menée par le leader du Parti populaire européen, Manfred Weber, qui fait le pari que demain, l'Europe pourrait être dirigée par une coalition allant de l'extrême droite au centre droit. Il veut faire de ce texte le laboratoire de cette majorité alternative. Alors, si c'était un test pour voir la validité de l'union des droites, on va dire que c'est raté ce coup-ci. Mais n'empêche, le débat est là, parce que les élections européennes, c'est dans un an, et cette idée d'union des droites, à mon avis, elle n'a pas fini de faire son chemin. Merci beaucoup Stéphane. Je vais commencer avec vous, Anne-Laure Blin. Qu'est-ce que vous répondez à Pascal Canfin, qui au fond vous dit « la droite a voulu faire un coup politique, l'union des droites, finalement pour des raisons plus politiques, voire idéologiques, que sur le fond, véritablement, de ce projet de loi ». Ce n'est pas un coup politique. Ce projet de loi qui s'appelle « Restauration de la nature », ce n'est pas une restauration de la nature.
c'est une mise en œuvre de la décroissance. Et c'est ce que le PPE précisément a défendu, justement. Parce La que les décroissance, agriculteurs, vraiment ? c'est la décroissance, clairement. Sur quoi? C'est la Sur quel point? décroissance et ça va clairement à l'encontre du climat. Aujourd'hui, les agriculteurs sont les premiers défenseurs de la biodiversité, sont les premiers protecteurs de l'environnement. Avec ce texte, on va geler des territoires agricoles entièrement parce que, au nom d'une idéologie pro-environnement, en tout cas prétendument pro-environnement, on sacrifie nos agriculteurs qui, eux, font tout pour protéger la nature. Et c'est problématique parce qu'on l'a vu, la guerre en Ukraine, le Covid, la crise énergétique a démontré que cette idéologie d'extrême gauche et des écologistes, qui sont en réalité des partisans de l'écologie punitive, essaient, à force de lobby, à démobiliser les agriculteurs et surtout à leur envoyer des messages qui leur disent qu'en fait, ce qu'ils font pour maintenir notre souveraineté alimentaire sur le territoire ne sert à rien. Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous dites. Vous parlez de sacrifices. Donc c'est loin d'être un coup politique. Vous parlez de beaucoup de choses. Tuer les agriculteurs, sacrifices. On a entendu aussi un les vrai lobbies. danger pour la souveraineté On voit bien que alimentaire. c'est la question agricole qui a cristallisé les enjeux. Je vous propose déjà de revoir un peu le face-à-face. Greta Thunberg, qui était donc avec les militants écologistes devant le Parlement européen. Et puis là, on les voit, les militants. Et puis juste à côté, le même jour, cette colonne de tracteurs des agriculteurs qui, eux aussi, sont venus mettre la pression pendant ces 2 jours de débat à Strasbourg. On va écouter Christiane Lambert. Elle aussi, à la dent dure, elle représente les agriculteurs contre ce texte. Depuis des années, nous avons réduit l'usage des produits phytosanitaires, nous avons réduit l'usage des antibiotiques, nous avons fait changer nos pratiques aussi, nous captons plus de carbone, nous pratiquons le non-labour pour avoir plus de biodiversité dans les sols. Bref, nous changeons nos pratiques, mais une loi autoritaire, descendante, qui veut fixer des règles homogènes pour tous les pays, ça n'est pas acceptable. Cécile Claverol, c'est vraiment la question agricole qui a cristallisé les oppositions. Si on doit retenir un élément de fond, on viendra aux questions politiques avec la perspective des élections de 2024 après. La droite, on entendait Madame Blin, explique que moins 10% de surface agricole pour laisser un peu en jachère, pour construire des haies, pour préserver la nature, la biodiversité, ce serait au fond tuer l'agriculture. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, tout ça est faux. Tous les arguments sont faux. On n'a pas diminué les pesticides, on les a augmentés de 15% depuis 2009, d'accord. Tous ces arguments sont des arguments faux que je peux démonter un par un, mais enfin, ça serait un peu fastidieux. Mais il faut quand même rappeler que moins 10%, c'est un objectif. Alors, c'est pas moins 10%. Pour chaque État, objectif de moyens. Dans la proposition, dans la directive, c'est 10% de surface, ce qu'on appelle agroécologique, c'est-à-dire des surfaces avec des haies, avec des mares, etc. C'est pas moins 10%. Aujourd'hui, une partie de ces surfaces existe. Ce qu'on demande, c'est de préserver ces surfaces, de les augmenter un peu, mais c'est pas moins 10% de surface agricole utile. Ça, c'est un calcul qui est, qui est un calcul fake news faux. pour vous. Mais oui, et c'est comme les 4% de jachère qu'on a voulu remettre en culture suite à la guerre en Ukraine. Les 4% de jachère qui existent aujourd'hui sont les terres les moins bonnes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez les remettre en culture, mais vous allez faire quoi dessus? Vous allez avoir des rendements très faibles, etc. Donc en fait, les agriculteurs ne vont pas payer plein pot parce que c'est ce qu'ils disent, ces nouvelles normes, c'est moins 10%. Le raisonnement qui est toute chose égale par ailleurs, on continue comme maintenant et on continue avec les pesticides, les engrais, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la baisse de la biodiversité, ce sont les agriculteurs qui vont en payer le prix dans les années qui viennent. C'est nous tous. Parce que c'est notre vie, notre cadre de vie. Mais surtout, la biodiversité, c'est quoi? La biodiversité dans les sols, c'est la fertilité des sols. C'est avec ça qu'ils produisent. C'est avec la nature qu'ils produisent. C'est pas contre. Oui. Donc c'est complètement des peurs qui sont agitées. Alors les peurs, je les comprends parfaitement. On les a emmenés depuis 60 ans dans un modèle hyper productiviste, ils sont pieds et poings liés avec les banques, avec les crédits, voilà. Les peurs, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Mais avec des normes aussi. Mais il faut qu'on sorte de ce schéma-là et qu'on les accompagne correctement à aller dans des nouvelles cultures, souvent. Nouveaux modes de production. Alors effectivement, Christiane cite le non-labour. Certes, c'est une très bonne évolution, mais le non-labour s'accompagne du glyphosate.
Parce que pour détruire la culture avant, puisqu'on ne laboure pas, on va mettre du glyphosate. Voilà, c'est des choses comme ça que l'on... Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des agriculteurs qui aujourd'hui font différemment. Il faut se baser sur leur pour vous, il y a beaucoup plus de craintes que véritablement de contraintes. Oui, bon. Alors, Karima Delli, on a choisi un petit compromis. On voulait absolument vous avoir en direct dans cette émission, donc on a choisi de vous avoir par Skype, parce que sinon ça aurait été trop juste. Merci d'être là. Vous avez vécu toute cette journée de vote important à l'Assemblée, pas à l'Assemblée, mais au Parlement européen à Strasbourg. Déjà, 36 voix, c'est peu. Est-ce que vous pouvez parler véritablement de victoire ce soir ? En fait, c'est un texte, et on peut parler de victoire symbolique, mais pour nous, c'est vraiment une défaite aussi pour M. Weber, qui n'a pas réussi son pari de créer une nouvelle alliance avec l'extrême droite en vue des prochaines élections européennes. Ce texte est véritablement un texte fort et fondateur, parce qu'il fait partie un des leviers d'action du Pacte vert. Donc pour nous, il est très, très important, et il montre aussi qu'on ne peut pas faire de pause environnementale, parce que le Pacte vert nous permet de rentrer vraiment, et on le voit tous les jours, on le voit encore aujourd'hui, sur le double objectif, la lutte contre le dérèglement climatique, mais surtout la protection de la biodiversité. Et vous avez dit un petit peu quelques mots parce que j'ai entendu auparavant. Je voudrais dire que la loi qui a été votée a été quand même accompagnée de fake news assez incroyables. C'est-à-dire précisément. Par exemple, on a pu entendre que, par exemple, dans le texte, on prévoyait de geler 10% des terres agricoles. C'est absolument faux. Que le PPE a dit que, par exemple, ce week-end, alors tenez-vous bien, le PPE, donc le Parti conservateur, donc la droite de ce Parlement, a raconté partout ce week-end que ce texte allait faire que le village du Père Noël en Finlande allait être rasé. On est parti sur du grand délire, au point que c'est devenu vraiment des propos un peu du populisme d'extrême droite. Et c'est là où c'est le bâton qui se fait battre, puisque cette victoire montre l'opération mensongère d'une droite très dure, qui est venue chasser sur les terres d'extrême droite, avec qu'un objectif, justement, de récupérer un électorat, notamment l'électorat un peu conservateur, l'électorat agricole. Et on voit bien à ce niveau-là, et ça c'est terrible pour nous, on voit bien que ce n'est pas la nature, parce que cette loi, pour la première fois, met dans la loi le droit de restaurer la nature. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces forêts qui ne poussent plus, on voit des lieux partout en Europe où c'est vraiment des écosystèmes qui sont dégradés. Là, on prend en compte le fait qu'on va prendre des mesures de restauration. C'est une première dans l'histoire de l'Europe et du monde. On revient vers vous dans un instant, Karima Delli. Donc les objectifs d'ici à 2030, restaurer 20% des terres et des zones maritimes, et d'ici à 2050, réparer tous les écosystèmes dégradés. Je vais venir vers vous, mais il y a quand même une charge assez lourde. On entend populisme vert. Pascal Canfin, il est allé très loin. Il a même parlé de climato-scepticisme, de trumpisme au Parlement européen. Fake news, qu'est-ce que vous répondez ? Mais c'est, je dirais, l'attaque facile aujourd'hui. Vous voulez discréditer, vous dites c'est l'extrême droite, c'est le populisme. Non, la réalité, c'est que les membres du PPE, ce que nous défendons, nous, notamment en France, les Républicains, c'est le pragmatisme. C'est une écologie de bon sens. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron s'est allié avec l'extrême gauche, avec les écologistes, pour nuire à notre souveraineté alimentaire nationale et nuire à nos agriculteurs. Ça, c'est la réalité. Le SPD, c'est pas l'extrême gauche en Europe. On a voté un texte, mais aujourd'hui, sur le ZAN, la non-artificialisation des sols. Ils sont revenus en arrière parce qu'aujourd'hui, ça bloque beaucoup de projets dans les communes et ils le savent. Ça bloque des projets de réindustrialisation verte. Et aujourd'hui, grâce au Sénat, grâce aux sénateurs LR, il y a un allègement de ce dispositif. Alors vous posez la question, et c'est toujours la même question en matière d'écologie, c'est la question de l'acceptabilité. C'est la question fin du mois, fin du monde, elle revient systématiquement. Anne-Claire Poirier, quand on regarde dans le détail, la Karima Delli, elle dit c'est très important, c'est symbolique, etc. Mais en fait, le texte, il a été quasiment vidé de sa substance par le Conseil des ministres, les États
par rapport à la version de Ursula von der Leyen de la Commission européenne, n'ont mis que des objectifs de moyens et non de résultats. Il y a un gagnant ce soir ? Alors, bon, c'est vrai qu'on a quand même évité... Alors, il faut quand même signaler qu'on a évité le pire, à savoir un abandon total de la loi. Et là, pour le coup, ça aurait été vraiment grave, parce que sans cette loi, le Green Deal, la neutralité politiquement, climatique, il était par terre. C'était un disons coup, que c'est vraiment une loi porté, dont on ne pouvait pas se passer, parce que l'atteinte de la neutralité carbone, elle dépend de cette loi, quoi. Tout ce qui est émissions incompressibles qu'on ne pourra pas émettre, on compte les stocker dans les sols, dans les arbres, c'est ce qu'on appelle les puits de carbone. Cette loi, elle doit permettre ça, de restaurer les écosystèmes qui sont abîmés, qui sont très abîmés en Europe, 70% des sols en mauvais état ou très mauvais état. En replantant des arbres, donc notamment. On en avait vraiment besoin. On peut quand même se féliciter d'avoir sauvé les meubles. C'est vrai que la loi a été vidée. Mais en quoi elle est contraignante ? Alors, justement, elle est contraignante, déjà. Obligation de moyens. Ce n'est pas toujours le cas. C'est une loi qui est juridiquement contraignante. Alors, effectivement, les obligations de résultats ont été remplacées par des obligations de moyens. Donc, c'est vrai qu'on aura plus de mal à s'appuyer sur des critères effectifs pour pénaliser les États qui ne respecteront pas leurs objectifs. Mais tout de même, quand la France, par exemple, ne respecte pas ses objectifs d'énergie renouvelable, ça lui coûte 500 millions d'euros. Donc, si on constate en 2030 que la France n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour tenter, en tous les cas, de restaurer 20% des écosystèmes dégradés en France, elle sera pénalisée financièrement. Alors, c'est la question de la résistance des populations qui s'est posée. Au fond, les États, ils se sont fait aussi les porte-voix des peuples sur ces affaires-là. Quand vous regardez, par exemple, le président de la République française, sur la question des normes environnementales, sur, au fond, les normes à venir, il a dit ça, c'était le 11 mai dernier. Écoutez. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Donc, on a besoin de stabilité. Cécile Claverol, est-ce que là, il n'y a pas, au fond, des discours contradictoires ? Complètement. Complètement. Et ce que disait... donc, ce texte a été vidé de son contenu, de sa substance. Le texte qui a été voté, on se félicite qu'il ait été voté. Mais maintenant, il va falloir rétropédaler pour remettre dedans ce qui a été enlevé par les différents amendements. Mais ce ras-le-bol des normes, quand il en parle, le chef de l'État, est-ce qu'il n'est pas, au fond, en train de relayer ce que je voudrais dire, une partie des acteurs ? C'est que dans ce texte, il y avait la préservation des terres agricoles qui a été enlevée. Il y avait la préservation des océans. Les océans, on a en France, vous parliez des sols dégradés en Europe, on a en France 60% des eaux de surface qui ne sont pas en bon état écologique. Comment on va faire quand on ne pourra plus du tout boire l'eau au robinet ? D'accord ? Comment on va faire ? Comment on va faire quand on ne pourra plus produire parce qu'on n'a plus de biodiversité dans les sols ? Donc à un moment donné, c'est pas la question des normes, c'est la question de se poser la question, quand est-ce qu'on est prêt à changer ? Parce qu'on a en face de nous, vraiment devant le nez, ces défis dont nous parlait... Mais on ne peut pas le faire sans les peuples. Mais c'est pas les... C'est pour ça que la démocratie, d'ailleurs, est si importante. Et ce vote, c'est une forme de... C'est une question de lobby. C'est une question de lobby agroalimentaire, de l'agrochimie, c'est une question de lobby, c'est pas une question de peuple. C'est eux qui ont fait pression, à votre avis, sur le PPE, la droite, l'extrême droite ? Non, c'est juste concrètement. Non, pas du tout. C'est le bon sens. Non, mais un autre argument, voilà, c'est de dire exactement ce que dit Madame. Non, c'est le bon sens paysan. Vous savez, chez nous, le bon sens paysan. Et effectivement, ce que dit le président de la République est à proprement scandaleux. Parce que ceux qui ont réussi à faire passer vous êtes ce d'accord texte, avec lui, manifestement. Sur ce volet. Mais on sait très bien que c'est en même temps. Oui, sur ce volet. Pour la suite, pas pour l'existant. Et le problème, c'est qu'il dit ça et il fait voter au Parlement européen, avec ses députés européens, des dispositifs qui vont encore plus remettre de normes sur les agriculteurs. Et ça, c'est problématique. Donc c'est son discours, d'en même temps, qui pose problème nationalement. C'est la même chose sur le discours de l'eau. Et en fait, là aussi, votre artifice d'utiliser les peurs, de faire peur aux populations, ça fonctionne parce que vous faites craindre un peuple qui n'aura plus d'eau, qui n'aura plus rien à manger. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces normes feront que demain, nous irons à la crise alimentaire. Nous sommes allés, avec des propos tels que les vôtres, à la crise énergétique. Le 0% de nucléaire, c'est vous qui l'avez porté. C'est vous qui l'avez porté. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Les normes se superposent à d'autres normes. La rénovation énergétique des bâtiments,
le DPE, tous les propriétaires savent aujourd'hui combien le DPE, le diagnostic pour établir les pertes énergétiques ou non des bâtiments, qui aujourd'hui gèlent tout un marché locatif du logement. Ça, ce sont des normes portées aussi par des partisans tels que le vôtre. La fin du moteur thermique, c'est la même chose. L'avènement de l'électrique, c'est exactement porté par ce genre de... Alors, on va faire réagir Karima Delli, c'est intéressant. Il y a une vraie problématique internationale. Moi, je voudrais simplement émettre, parce que le diagnostic aujourd'hui, il est de dire, nous pouvons, depuis la France, refaire la planète à neuf. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous sabordez l'agriculture, la souveraineté alimentaire européenne et de fait nationale au profit de l'international et au profit de pays qui aujourd'hui, effectivement, ne tiennent pas compte de dispositifs d'environnement. Alors, je voudrais faire réagir Karima Delli. Et vous êtes dans une proposition de valoriser. Le véritable combat aurait été les clauses miroirs. Vous voyez, qu'on arrête d'importer des dispositifs, des produits qui aujourd'hui, la réciprocité nos agriculteurs, demandée aux pays à qui ça, c'est scandaleux. C'est ça le combat qu'on aurait dû mener. Allez, Karima Delli, vous êtes à distance, c'est moins facile. Qu'est-ce que vous répondez à votre collègue des Républicains? C'est vrai qu'on le voit, hein, les eaux à faible émission, la question de l'artificialisation, on le voit, le problème de l'acceptabilité, il se pose et il se repose aussi avec les agriculteurs. Et cet argument, au fond, on va finir par devoir importer à des Chinois qui, eux, polluent beaucoup plus que nous. Alors, il y a plusieurs choses dans vos questions. Tout d'abord, je vous le dis, il y a eu un amendement sur les clauses du miroir qui a été adopté. Ça, c'est la première chose. Clause miroir, expliquez, s'il vous plaît, pour ceux qui nous regardent. Et ensuite, je tiens à vous dire qu'il faut arrêter de dire tout et son contraire. Pourquoi nous sommes là tous réunis? Parce que, justement, la véritable question, normalement, la protection de la nature ne doit pas diviser les gens. Elle devrait tous, quand on dit qu'il faut réparer les terres, réparer les mers, tout le monde devrait être d'accord, en fait. Mais là, on n'est pas d'accord sur... Tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? C'est parce qu'il faut appliquer des règles. Pourquoi il faut appliquer des règles? La véritable question, c'est parce qu'on a pris trop de retard. Madame disait tout à l'heure, alors sur un dossier que je connais très bien, notamment la sortie des véhicules, la fin de la vente des véhicules thermiques. Mais pourquoi vous pensez qu'on arrive là, madame? Vous savez pourquoi on arrive là? Parce qu'on a eu du Dieselgate en France, on a eu du Dieselgate en Allemagne. Ce sont des industries qui ont 15 ans de retard sur la Chine. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des voitures électriques chinoises en Europe. Mais malheureusement, Ben oui, mais parce qu'on n'a pas pris le virage de la transition à temps. Ben oui, mais il faut l'assumer quand même. Il faut l'assumer. Aujourd'hui, vous favorisez l'industrie chinoise. Mais c'est parce que la même chose en matière de transition énergétique et de développement d'énergie renouvelable. Les panneaux photovoltaïques aussi sont fabriqués en Chine. Parce que la droite, main dans la main avec le lobby automobile, depuis 15 ans, ne veut pas faire la transition. Et je peux vous le dire, puisque c'est moi qui ai levé le lièvre sur la question du Dieselgate. Vous avez fait en sorte qu'on reste dans les thermiques, pendant que d'autres pensaient aux alternatives. C'est pour ça qu'on est dernier. Et à chaque fois, sur chaque problème, l'agriculture, vous êtes en train de nous dire « mais non, il faut rester sur le statu quo ». Bah oui, et en même temps, vous êtes dans un problème terrible parce que vous favorisez le libre-échange. Comment vous faites pour alimenter les véhicules électriques sans nucléaire? Comment faites-vous pour alimenter les véhicules électriques sans nucléaire? Alors, d'abord, on ne dit pas que comme ça, parce que nous, on est des réalistes, on est des pragmatiques, contrairement à vous, on ne dit pas que la voiture électrique, déjà, va tout résoudre. On dit que c'était une des solutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous paraît intéressante, c'est sur cette question agricole. Parce que vous êtes en train de nous dire « Oh oui, l'agriculture doit nourrir la planète, sauf qu'aujourd'hui, vous signez dès demain l'ensemble des traités de libre-échange. Notamment le Mercosur, etc. Alors, vous ouvrez tellement de sujets que c'est un peu difficile de suivre. On est passé de la voiture électrique et du nucléaire à la question des libre-échanges. Ça fait beaucoup. Karima Delli, on ne va pas vous mettre d'accord de toute façon entre les écologistes et les républicains ce soir. Mais c'est intéressant, ce débat, il est fondamental parce qu'il est permanent. C'est la question du rapport au temps. Au-delà de ce texte-là, qui finalement a été voté, on va terminer ce débat, on va aller à Strasbourg avec François-Xavier Bellamy qui, lui, a défendu sans succès ce texte. Anne-Claire Poirier, vous savez qui a dit ça? Le temps de la lutte contre le changement climatique et le temps social pour le rendre acceptable ne coïncident pas. C'est Daniel Cohn-Bendit, écologiste parmi les écologistes. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, je pense que si ça ne coïncide pas, c'est le résultat de choix politiques qui ont été faits, quoi. Je pense qu'on a mené des politiques de fuite en avant pendant de longues décennies. Et effectivement, aujourd'hui, en 2023, quand le réchauffement climatique frappe très fort, comme on l'a vu l'été dernier, on n'a plus de temps. Cela dit, je pense quand même que tout est rattrapable, et en particulier, c'est l'objet quand même du Green Deal. On parle des normes, mais on pourrait aussi parler du financement. Cette loi, elle va être financée. Comment ? Non, comment, oui. Parce que c'est le budget européen, quoi, et ça va être discuté dès la fin de l'année. D'ailleurs, il fallait une loi agricole qui n'ont aucune alternative aujourd'hui. Et la PAC, combien de milliards ? C'est la PAC, c'est quand même le plus effectivement. Est-ce que la PAC va compenser c'est quand même le plus gros budget de l'Union européenne et qui finance Il suffit de décider que la PAC. Il suffit de le décider. La PAC finance déjà la transition agricole. Mais non, absolument pas. Mais bien sûr que si. La PAC est de plus en plus contraignante, et notamment la nouvelle PAC, elle est de plus en plus contraignante. Ça, c'est le discours, c'est pas les faits. Pas du tout. Écoutez, moi, je suis en train de faire un rapport à l'Assemblée nationale sur les contrôles qui sont opérés dans les exploitations agricoles, et notamment les contrôles de la PAC. Les agriculteurs, et j'ai vu les dossiers de PAC, j'ai vu ce qui est exigé, j'ai vu ce qui est exigé notamment en matière de haies, j'ai vu ce qui est exigé en matière d'entretien et de maintenir la biodiversité sur le territoire. Et ça, ce sont les agriculteurs qui le font. Et donc, ne dites pas que la transition énergétique n'est pas écologique. Les financements, c'est vrai que pour l'instant, la PAC, elle est faux. constante, mais rien n'est prévu justement par rapport à toutes ces nouvelles normes, des compensations, etc. Quand vous parlez d'accompagnement, les financements seront au rendez-vous pour les agriculteurs ? Mais il suffit de le décider politiquement, c'est-à-dire de réorienter les financements qui sont aujourd'hui. On a eu plus d'1 milliard d'euros, près d'1 milliard d'euros sur les différents plans éco-phyto. Éco-phyto, ça voulait dire économiser les produits phytosanitaires, donc ce qu'on appelle les pesticides. Plus d'1 milliard d'euros, essentiellement distribués aux chambres d'agriculture, aux instituts techniques, pour arriver à plus 15% de produits utilisés. C'est pas de la gabegie, ça ? Mais vous voulez que du bio, en fait. Vous voyez le résultat aujourd'hui du bio sur le territoire ? Aucun agriculteur ne veut faire de bio parce qu'aujourd'hui, mais non, c'est faux. Les Français n'achètent plus le bio. Mais non, c'est faux. Le bio ne pourra jamais nourrir toute la planète, et en plus, il ne permet pas aux agriculteurs de vivre de leur Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quoi ? De ralentir le rythme ? Simplement des mesures de bon sens. Mais le bon sens, ça veut tout et tout dire. Ça veut rien dire. Les mesures de bon sens, c'est de s'appuyer sur la biodiversité, parce que c'est le vivant qui va nous sauver. Mais c'est pas les pesticides. Qui s'occupe du vivant ? Pardon, mais les paysages que nous connaissons, les haies qui sont aujourd'hui implantées, que vous défendez tant. Grâce à qui sont-elles plantées ? Mais précisément, grâce aux agriculteurs. Vous croyez vraiment que pour s'occuper... Là, c'est du gagnant-gagnant pour les agriculteurs, ça vous le reconnaissez ? Ils n'ont aucun intérêt. Vous parlez des produits phyto. Vous croyez véritablement... Oui, mais vous parlez des produits phyto. Vous pensez véritablement aujourd'hui qu'un agriculteur, au prix où coûtent les intrants, ils n'ont qu'une envie, c'est d'utiliser des intrants ? Bien sûr que non. Ils coûtent excessivement cher, et ils savent très bien. Et simplement, il faut éviter les interdictions sans alternative. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait avec les néonicotinoïdes, avec le glyphosate. Vous voulez faire une écologie punitive pour sanctionner les Français. Et ce, à tout niveau. Alors, les agriculteurs en premier lieu. Comme vous l'avez vu, là, dans ce débat, vous étiez seul, plutôt déséquilibré. C'est pour ça qu'on va terminer avec François-Xavier Bellamy. Bonsoir, monsieur le député, et merci d'être en duplex du Parlement de Strasbourg. Vous avez énormément défendu un vote contre ce projet de loi. C'est donc une défaite. Vous reconnaissez un échec ce soir. Vous n'êtes pas parvenu à peser avec le PPE, avec les partis d'extrême droite, pour vous opposer à cette loi sur la restauration de la nature. En effet, à 12 voix près, et je voudrais quand même insister sur le fait que ceux qui se sont opposés à ce texte appartiennent à plusieurs groupes politiques, y compris par exemple au groupe Renew. Ils sont nombreux dans le groupe des macronistes, d'autres délégations nationales, à avoir voté contre ce texte. Donc il ne s'agit pas d'une question d'extrême droite, comme certains chez eux voulaient nous le faire croire. C'est en réalité un enjeu qui dépasse de très loin les sujets de politique politicienne, puisque ce qui est en jeu, c'est effectivement de sauver la nature. Et en réalité, l'agenda qui nous est proposé par ce texte va mettre en danger non seulement notre économie, nos modèles sociaux, notre capacité à produire ce dont nous avons besoin, mais aussi la nature. C'est-à-dire, quelles vont être les conséquences précises pour vous du vote de ce texte ? La première des conséquences, c'est que ce texte organise un agenda de décroissance pour l'Europe, et notamment de décroissance agricole, en effet. Il y a dans ce texte des dispositions qui, l'étude d'impact de la Commission européenne le reconnaît elle-même, vont faire baisser la production alimentaire dans nos pays. Or, nous continuons d'avoir faim, et nous allons évidemment continuer de consommer des produits alimentaires. Mais la différence, c'est que nous allons les faire venir, du coup, du reste du monde. C'est déjà le cas aujourd'hui.
Nous sommes devenus de plus en plus dépendants de ces modes de production qui, à l'extérieur de l'Union européenne, ne respectent pas nos règles et par conséquent font le plus de mal à l'environnement. Alors, et moi, je suis révolté d'entendre à l'instant sur votre plateau que les agriculteurs n'ont pas changé en Europe. Les agriculteurs respectent aujourd'hui les règles environnementales les plus exigeantes du monde en Europe. Et Anne-Laure Blin a totalement raison de dire que la PAC est le premier levier de cette transition. S'il faut l'améliorer, alors travaillons sur la PAC. Mais ne multiplions pas les couches réglementaires absurdes qui, à la fin, vont faire que nous ne produirons plus rien. Le jour où nous ne produirons plus rien, nous serons peut-être très contents de ne plus polluer du tout. Mais en réalité, la vérité, c'est que nous dépendrons entièrement de la production chinoise, indienne, américaine, qui, elle, évidemment, ne présente aucun scrupule pour abîmer l'environnement, utilise tous les intrants que nous nous refusons à nous-mêmes, utilise toutes les techniques qui abîment l'environnement. Et à la fin, c'est cette production-là à laquelle nous faisons des cadeaux. Dernière question, François-Xavier Bellamy. Il y a le fond du texte et vous vous y opposez. Et puis, il y a les arrière-pensées politiques. Il y a quand même en ligne de mire les élections européennes. Vous n'allez pas vous arrêter là. L'objectif, c'est de parvenir à l'union des droites. C'est ça l'idée ? Encore une fois, je le répète, ce procès est ridicule et il est complètement décalé par rapport à la gravité des enjeux. Depuis le début, nous parlons du fond du texte, nous parlons des sujets de fond, nous parlons de ce qui va menacer la forêt face aux incendies demain à travers ce texte, nous parlons de ce qui menacera les pêcheurs, nous parlons de ce qui menacera l'industrie verte en Europe. Mais la réalité politique, François-Xavier Bellamy, c'est que vous avez changé les partenaires traditionnels de compromis à Strasbourg. Non, le PPE s'est tourné vers l'extrême droite, c'est un fait. Nous avons déposé notre amendement de rejet parce que nous avons vu qu'il était impossible de trouver des compromis corrects sur ce sujet. Et cet amendement de rejet, il a été voté effectivement par des députés qui viennent de l'extrême droite, par des députés qui viennent du groupe conservateur, mais aussi, je le redis, par des députés du groupe Renew, le groupe libéral auquel appartiennent les élus d'Emmanuel Macron. Nous avons demandé depuis des mois un moratoire législatif pour cesser d'asphyxier sous l'inflation normative tous ceux qui produisent en Europe. Et Emmanuel Macron reprend la même expression que nous. Est-ce qu'on va nous faire un procès en macronisme? Non. Et on a diffusé le son sur la pause réglementaire. On s'arrête là. Oui, mais le problème, c'est que les élus macronistes ici, ils font le travail des Verts, de l'extrême gauche, et avec les Verts et l'extrême gauche. Et c'est ça la vraie coalition qui menace la production européenne et qui menace la nature ici. La vraie coalition qui met en danger l'équilibre européen, c'est celle qui associe les députés macronistes avec l'extrême gauche européenne. Et c'est ça que nous combattons en effet et que nous continuerons à combattre. On va s'arrêter là. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été en duplex depuis Strasbourg.